des comptes de transferts nationaux est d'essayer de comprendre comment, au cours d'un cycle de vie, les individus se forment, travaillent, consomment et puis ensuite prennent leur retraite. Donc l'idée est de décomposer ce que l'on gagne, ce que l'on consomme, et puis comment l'on finance cet écart entre la consommation et les revenus, et ce selon l'âge que l'on a. Donc cette méthode, qui est celle des comptes de transferts nationaux, a pour propos principal de décomposer ce que l'on gagne et puis ce que l'on consomme au fil du cycle de vie par année de naissance. Et pour cela, on se sert d'enquêtes, qui sont des enquêtes budget des familles, puis aussi des enquêtes de données publiques pour savoir avoir des éléments là-dessus. Comme il y a un biais lié à ces enquêtes, on normalise les données que l'on trouve sur ce que l'on appelle des agrégats, agrégats des dépenses d'éducation, agrégats des dépenses de retraite, agrégats de consommation, agrégats de fiscalité aussi, pour avoir cette décomposition par année de naissance. Et l'on effectue deux types de comparaisons. Des comparaisons dans le temps, puisqu'on a à présent une profondeur temporelle d'environ 40 ans pour ces données, et puis des comparaisons dans l'espace, puisque cette méthodologie qui a été initiée à Berkeley comprend maintenant un réseau de chercheurs dans une cinquantaine de pays, ce qui permet d'analyser selon la nature des systèmes de protection sociale, selon également la démographie de ces pays, quelles peuvent être les variances entre les pays, et de mettre en évidence ces mutations. Si on analyse le cas français sur les 40 dernières années, on se rend compte de plusieurs points clés. Prenons d'abord la question lourde aujourd'hui avec le débat sur la réforme des retraites des systèmes de protection sociale. Un premier enseignement pourrait être de voir que finalement les seniors bénéficient de dépenses de protection sociale de plus en plus importantes. Sur les 40 dernières années, les 60-80 ans ont eu une augmentation des dépenses de protection sociale à leur bénéfice de près de 3 points de PIB, 3 points de PIB également pour les plus de 80 ans. Donc une première conclusion hâtive consisterait à dire finalement que les seniors sont partis avec la caisse et que, en termes de justice intergénérationnelle, il y a un rectificatif à opérer. Néanmoins, si on analyse ça, on se rend compte que c'est majoritairement tiré par l'évolution démographique. Et si l'on regarde les dépenses de protection sociale par personne concernée, alors on a quelque chose qui est beaucoup plus mesuré. Et cette mesure s'opère encore si l'on regarde non plus les choses en termes de dépenses, mais en termes de transfert net, c'est-à-dire d'une part le bénéfice des dépenses de protection sociale et d'autre part aussi la contribution au système de protection sociale. Et là, on se rend compte que l'on a quelque chose en termes de transfert net par personne et par point de produit intérieur brut, qu'on a quelque chose de très équilibré, de très stable au fil du temps, et avec même une légère baisse des bénéfices pour les seniors du fait de deux impulsions majeures. Première chose, le décalage dans le temps à la fois sur l'âge légal mais aussi sur l'âge effectif de départ en retraite, puisque l'on travaille plus longtemps plus tard qu'il y a 20 ou 30 ans, notamment du fait des réformes Balladur puis des réformes Touraine. Et puis autre aspect, il y a une indexation aussi des pensions, non plus sur les salaires mais sur les prix. Et cette indexation sur les prix d'ailleurs a été mise à mal en plus par ailleurs ces dernières années. Donc on a au final, en termes de contribution générationnelle au système de protection sociale, des conclusions qui sont très mesurées. Et c'est sans doute cette mesure qu'il faudrait garder à l'esprit lors des débats qui seront à venir. Alors on se rend compte sur ces dernières années, avec des données très récentes sur les 5 ou 10 dernières années, que la consommation des seniors reste vive et continue à augmenter avec l'âge sur ces dernières années, contrairement aux autres populations plus jeunes. Ça semble à première vue une forme de mystère, puisque les revenus ont un petit peu augmenté pour les plus de 60 ans du fait d'un départ en retraite plus tardif, certes, mais cette consommation qui reste très vive pour les seniors, notamment tirée par les dépenses de santé, n'est pas expliquée par des transferts publics. Là encore, ce ne sont pas nécessairement les seniors qui seraient partis avec la caisse ou qui bénéficieraient
de transferts publics importants, pas plus de transferts privés, en fait, intrafamiliaux qui permettraient de financer cette consommation. Mais l'on se rend compte, ça mérite d'être confirmé, et puis il faudrait rentrer plus encore dans les détails des modes d'épargne, que c'est très vraisemblablement par une plus faible épargne que ces dernières années. C'est-à-dire que sur la dernière décennie, les seniors ne se sont pas mis à désépargner, à brûler leur patrimoine, mais que le taux d'épargne des seniors a véritablement baissé, permettant, avec des revenus très stables, de financer une consommation qui reste croissante dans le temps et avec l'âge. Donc ces modes d'épargne et la manière dont doit se concevoir a priori dans une conception proactive le futur de cette épargne et le futur du financement de ces modes de consommation reste encore à éclaircir et peut donner lieu à des travaux complémentaires. En termes de financement des systèmes de protection sociale, on se rend compte qu'on a des transferts nets qui sont très stables et cette stabilité des transferts nets vient notamment du fait qu'en contrepoint de l'augmentation des dépenses de protection sociale pour les seniors, eh bien la contribution des seniors au financement des systèmes de protection sociale a été croissante. C'est massivement la CSG qui porte également sur les retraites, qui a contribué à cet élargissement de l'assiette de la protection sociale entre les âges. Alors certes, les 40-59 ans contribuent toujours plus au financement des systèmes de protection sociale que les plus de 60 ans ou les plus de 80 ans. Mais en termes d'évolution dynamique, on a un rapprochement de ces contributions financières qui met de plus en plus à contribution les seniors et pas simplement les actifs sur le marché du travail. On se rend compte en réalité que l'on a fait déjà beaucoup d'économies sur les financements des systèmes de protection sociale. On nous parle de 20 ou 30 milliards à trouver, mais si l'on prend un système de retraite qui était celui du début des années 90 et que l'on projetait à partir de celui-ci la démographie actuelle, on se rend compte que les économies réalisées ne sont pas de 20 ou 30 milliards, mais plutôt de l'ordre de 50 milliards, avec un même système de retraite qui aurait été maintenu, avec un même système contributif pour financer ces retraites, on aurait des dépenses de protection sociale et très majoritairement de retraite qui seraient 50 milliards au-dessus de ce qu'elles sont. Évidemment, les trois aspects principaux de ces économies, c'est d'une part l'augmentation de la durée de cotisation, que ce soit par l'âge charnière ou par le nombre d'annuités. C'est l'indexation, dans un premier temps, avant que cela soit coupé, des retraites sur les prix et sur l'inflation plutôt que sur la masse salariale. Et puis, c'est l'élargissement de l'assiette du financement avec la CSG pour laquelle les seniors sont massivement contributaires. Il est peu probable que l'âge charnière de départ à la retraite, que ce soit 62 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans et demi, soit le point d'achoppement sur lequel il faille, à la fois pour des raisons financières, mais aussi pour des questions de paix sociale, passer le plus de temps. L'enjeu massif, ce sera sans doute de savoir quel est l'âge effectif de départ à la retraite, c'est-à-dire durant combien de temps nous pouvons nous former, et puis après cela, durant combien de temps nous pouvons travailler. Pouvoir travailler suppose également d'avoir une pertinence sur le marché du travail, d'être en bon état physique et puis d'être en bon état intellectuel, c'est-à-dire avoir un système de formation tout au long de la vie qui a permis de rendre compte, de rester actif sur le marché du travail de manière pertinente pour les entreprises. Donc c'est la capacité à rester sur le marché du travail et puis évidemment de s'adapter à la diversité des métiers. Si on est prof, on n'a pas forcément la même capacité à rester sur le marché du travail que si on a des travaux de force sur les chantiers. Et d'ailleurs, sur ce second point, on peut penser aussi à des profils de reconversion
au fil de la vie, puisque l'on peut passer du temps sur des travaux difficiles et puis éventuellement être accompagné, et pour cela être accompagné très en amont pour avoir de nouvelles activités qui soient encore possibles avec l'âge. Donc à la fois la capacité à rester en activité et puis la capacité pour cela de se former de manière à être à la fois pas trop mécontent d'aller au travail, pertinent sur le marché du travail et pas usé complètement physiquement.